époque où les gens accomplissent tant d'actions horribles qu'on ne parle plus de celle-là. Mais certes, il n'y eut jamais événement plus sinistre et plus mystérieux. Une chose ténébreuse faite par des hommes ténébreux. Oh, je sais les faits, mes seigneurs. Je les tiens de mon cousin éminentissime, le cardinal Carialet, qui a été mieux informé que personne. Vous savez, le cardinal Carialet qui eut cette fière dispute avec le cardinal Riario au sujet de la guerre contre Charles. Ah, voilà Dieppon qui va nous conter des histoires. Pour ma part, je n'écoute pas. Je suis déjà bien assez fatigué comme cela. Ces choses-là ne t'intéressent pas, Gennaro. Mais c'est tout simple. Tu es un brave capitaine d'aventure. Tu portes un nom de fantaisie. Tu ne connais ni ton père ni ta mère. On ne doute pas que tu sois gentilhomme à la manière dont tu tiens une épée. Mais tout ce qu'on sait de ta noblesse, c'est que tu te bats comme un lion. Sur mon âme, nous sommes compagnons d'armes, et ce que je dis n'est pas pour t'offenser. Tu m'as sauvé la vie à Rimini. Je t'ai sauvé la vie au pont de Vicence. Nous nous sommes jurés de nous aider en péril comme en amour, de nous venger l'un l'autre quand besoin serait, de n'avoir pour ennemis moi que les tiens, et toi que les miens. Un astrologue nous a prédit que nous mourrions tous deux de la même mort, le même jour, et nous lui avons donné 10 sequins d'or pour la prédiction. Nous ne sommes pas amis, nous sommes frères. Mais enfin, tu as le bonheur de t'appeler simplement Gennaro, de ne tenir à personne, de ne traîner après toi aucune de ces fatalités souvent héréditaires qui s'attachent au nom historique. Tu es heureux. Que t'importe ce qui se passe et ce qui s'est passé, pourvu qu'il y ait toujours des hommes pour la guerre et des femmes pour le plaisir. Que te fait l'histoire des familles et des villes à toi, enfant du drapeau, qui n'a ni ville ni famille? Nous, vois-tu, Gennaro, c'est différent. Nous avons droit de prendre intérêt aux catastrophes de notre temps. Nos pères et nos mères ont tous été mêlés à ces tragédies, et presque toutes nos familles saignent encore. Dis-nous ce que tu sais, Dieppon. Vous me réveillerez quand Dieppon aura fini. Voici. C'est en 1480. 97. C'est juste. 97. Dans une certaine nuit, d'un mercredi à un jeudi. Non. D'un mardi à un mercredi. Oui, vous avez raison. Cette nuit, donc, un batelier du Tibre, qui s'était couché dans son bateau, le long du bord, pour garder ses marchandises, vit quelque chose d'effrayant. C'était un peu au-dessous de l'église Santo Hieronimo. Il pouvait être 5 heures après minuit. Le batelier vit venir, dans l'obscurité, par le chemin qui est à gauche de l'église, 2 hommes qui allaient à pied, de ça, de là, comme inquiets, après quoi il en parut 2 autres, et enfin 3. En tout 7. Un seul était à cheval. Il faisait nuit assez noire. Dans toutes les maisons qui regardent le Tibre, il n'y avait plus qu'une seule fenêtre éclairée. Les 7 hommes s'approchèrent du bord de l'eau. Celui qui était monté tourna la croupe de son cheval du côté du Tibre, et alors le batelier vit distinctement sur cette croupe des jambes qui pendaient d'un côté, une tête et des bras de l'autre, le cadavre d'un homme. Pendant que leurs camarades guettaient les angles des rues, 2 de ceux qui étaient à pied prirent le corps mort, le balancèrent 2 ou 3 fois avec force et le lancèrent au milieu du Tibre. Au moment où le cadavre frappa l'eau, celui qui était à cheval fit une question à laquelle les 2 autres répondirent « Oui, monseigneur !» Alors le cavalier se retourna vers le Tibre et vit quelque chose de noir qui flottait sur l'eau. Il demanda ce que c'était. On lui répondit « Monseigneur, c'est le manteau de Monseigneur qui est mort !» Et quelqu'un de la troupe jeta des pierres à ce manteau, ce qui le fit enfoncer. Ceci fait, ils s'en allèrent tous de compagnie et prirent le chemin qui mène à Saint-Jacques. Voilà ce que vit ce batelier. Une lugubre aventure. Était-ce quelqu'un de considérable que ces hommes jetaient ainsi à l'eau? Son cheval me fait un effet étrange. L'assassin en selle, le mort en croupe. Ce cheval, il y avait les 2 frères. Vous l'avez dit, monsieur de Belverana. Le cadavre, c'était Jean Borgia. Le cavalier, c'était César Borgia. La famille de démons que c'est Borgia! Et dites, Dieppon,
Pourquoi le frère tuait-il ainsi le frère? Ah, je vous le dirai pas. La cause du meurtre est tellement abominable que ce doit être un péché mortel d'en parler seulement. Vous le direz, moi, César, cardinal de Valence, a tué Jean, duc de Gandia, parce que les deux frères aimaient la même femme. Et qui était cette femme? Leur Monsieur de Belverana! Ne prononcez pas devant nous le nom de cette femme monstrueuse. Il n'est pas une de nos familles à laquelle elle n'ait fait quelques plaies profondes. N'y avait-il pas aussi un enfant mêlé à tout cela? Ouais, un enfant dont je ne peux nommer que le père, qui était Jean Borgia. Cet enfant serait un homme maintenant. Il a disparu. Est-ce César Borgia qui a réussi à le soustraire à la mère? Est-ce la mère qui a réussi à le soustraire à César Borgia? On ne le sait. Et si c'est la mère qui cache son fils, elle fait bien. Depuis que César Borgia, cardinal de Valence, est devenu duc de Valentinois, il a fait mourir, comme vous savez, sans compter, son frère Jean, ses deux neveux, les fils de Giuffre Borgia, prince de Schillaci, et son cousin, le cardinal François Borgia. Cet homme a la rage de tuer ses parents. Il veut être le seul Borgia et avoir tous les biens du pape. La sœur que vous ne voulez pas nommer, Geppo, ne fit-elle pas à la même époque une cavalcade secrète au monastère de Saint-Sixte pour s'y renfermer sans qu'on sût pourquoi? Je crois que oui, c'était pour se séparer du seigneur Jean Sforza, son deuxième mari. Et comment se nommait ce batelier qui a tout vu? Je sais pas. se nommait Giorgio Schiavone et avait pour industrie de mener du bois par le Tibre à Ripetta. Voilà un Espagnol qui en sait plus long sur nos affaires que nous autres Romains. Je me défie comme toi de ce monsieur de Belverana. Mais n'approfondissons pas ceci. Il y a peut-être une chose dangereuse là-dessous. Ah, messieurs, dans quel temps sommes-nous, hein? Et connaissez-vous une créature humaine qui soit sûre de vivre quelques lendemains dans cette pauvre Italie, avec les guerres, les pestes et les Borgia qu'il y a? Ah ça, mes seigneurs, je crois que tous, tant que nous sommes, nous devons faire partie de l'ambassade que la République de Venise envoie au duc de Ferrare pour le féliciter d'avoir repris Rimini sur les Malatesta. Et quand partons-nous pour Ferrare? Décidément, après-demain. Vous savez que les deux ambassadeurs sont nommés. C'est le sénateur Tiopolo et le général des Galarimani. Le capitaine Gennaro sera-t-il des nôtres? Sans doute. Gennaro et moi, nous ne nous séparons jamais. J'ai une observation importante à vous soumettre, messieurs. C'est qu'on boit le vin d'Espagne sans nous. Rentrons au palais. Hé, Gennaro. Hé, Gennaro. Mais c'est qu'il s'est réellement endormi pendant votre histoire, Geppo. Ouais. Qu'il dorme. Oui, j'en sais plus long qu'eux. Il se disait cela tout bas. J'en sais plus long qu'eux, mais Dona Lucrezia en sait plus que moi. Monsieur de Valentinois en sait plus que Dona Lucrezia. Le diable en sait plus que Monsieur de Valentinois. Et le pape Alexandre VI en sait plus que le diable. Comme cela dort, ces jeunes gens. Il dort. Cette fête l'aura sans doute fatigué. Qu'il est beau. Oh, Gubetta! Parlez-moi haut, madame. Je ne m'appelle pas ici Gubetta, mais le comte de Belverna, gentilhomme castillan. Vous êtes madame la marquise de Ponte Quadrato, dame napolitaine. Nous ne devons pas avoir l'air de nous connaître. Ne sont-ce pas là les ordres de votre majesté? Vous n'êtes pas ici chez vous, vous êtes à Venise. C'est juste, Gubetta.
Mais il n'y a personne sur cette terrasse que ce jeune homme qui dort. Nous pouvons causer un instant. Comme il plaira à votre Altesse. J'ai encore un conseil à vous donner, c'est de ne point vous démasquer, on pourrait vous reconnaître. Et que m'importe. S'ils ne savent pas qui je suis, je n'ai rien à craindre. Et s'ils savent qui je suis, c'est à eux d'avoir peur. Ah, vous êtes à Venise, madame. Vous avez bien des ennemis ici, et des ennemis libres. Bon, sans doute, la République de Venise ne souffrirait pas qu'on osât attenter à la personne de votre Altesse. Ah, mais on pourrait vous insulter. Ah, tu as raison. Mon nom fait horreur, en effet. Il n'y a pas ici que des Vénitiens. Il y a des Romains, des Napolitains, des Romagnols, des Lombards, des Italiens de toute l'Italie. Et toute l'Italie me hait. Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n'étais pas née pour faire le mal. Je le sens à présent plus que jamais. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraînée. Gubetta, Madame. fais porter sur le champ les ordres que nous allons te donner dans notre gouvernement de Spolète. Ordonnez, madame. J'ai toujours 4 mules scellées et 4 coureurs tout prêts à partir. Qu'a-t-on fait de Galéas à Caioli? Il est toujours en prison, en attendant que votre Altesse le fasse pendre. Et Guifrid von Belmonte? Au cachot, vous n'avez pas encore dit de le faire étrangler. Et Manfredi de Curzola? Pas encore étranglé non plus. Et Spada Kappa? D'après vos ordres, on doit lui donner le poison que le jour de Pâques, dans l'hostie. Cela viendra dans 6 semaines, nous sommes au carnaval. Et Pierre Capra? À l'heure qu'il est, il est encore évêque de Pessaro et régent de la chancellerie, mais avant un mois, il ne sera plus qu'un peu de poussière, car notre Saint-Père le Pape l'a fait arrêter sous votre plainte et le tient sous bonne garde dans les chambres basses du Vatican. Gubetta, écris en hâte au Saint-Père que je lui demande la grâce de Pierre Capra. Gubetta, qu'on mette en liberté à Caioli, en liberté Manfredi de Curzola, en liberté Buondelmonte, en liberté Spada Kappa. Attendez, madame, laissez-moi respirer un peu. Quels ordres me donnez-vous là? Ah mon Dieu, il pleut des pardons? Il grêle de la miséricorde? Je suis submergé dans la clémence? Je ne me tirerai jamais de ce déluge effroyable de bonnes actions. Bonne ou mauvaise, que t'importe pourvu que je te les paye. Ah, c'est qu'une bonne action est bien plus difficile à faire qu'une mauvaise. Hélas, pauvre Gubetta que je suis, à présent que vous vous imaginez de devenir miséricordieuse, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Écoute, Gubetta, tu es mon plus ancien, mon plus fidèle. Ah ouais, voilà 15 ans en effet que j'ai l'honneur d'être votre collaborateur. Bien dit, Gubetta, mon vieil ami, mon vieux complice. Est-ce que tu ne commences pas à sentir le besoin de changer de genre de vie? Est-ce que tu n'as pas soif d'être béni, toi et moi, autant que nous avons été maudits? Est-ce que tu n'en as pas assez du crime? Je vois que vous êtes en train de devenir la plus vertueuse altesse qui soit. Est-ce que notre commune renommée à tous deux, notre renommée infâme, notre renommée de meurtre et d'empoisonnement ne commence pas à te peser, Gubetta? Pas du tout. Quand je passe dans les rues de Spolète, j'entends bien quelquefois des manants qui fredonnent ceci est Gubetta, un Gubetta poison, Gubetta poignard, Gubetta gibet. Car ils ont mis à mon nom une flamboyante aigrette de sobriquet. On dit cela. Et quand les voix ne le disent pas, ce sont les yeux qui le disent. Mais qu'est-ce que ça me fait, à moi? Je suis habitué à ma mauvaise réputation, comme un soldat du pape à servir la messe. Mais ne sens-tu pas que tous les noms odieux dont on t'accable et dont on m'accable aussi peuvent aller éveiller la haine et le mépris dans un cœur où tu voudrais être aimé? Tu n'aimes donc personne au monde, Gubetta? Je voudrais bien savoir qui vous aimez, madame. Je suis franche avec toi, je ne te parlerai ni de mon père, ni de mon mari, ni de mon frère, ni de mes amants. Mais c'est que je ne vois guère que cela qu'on puisse aimer. Il y a encore autre chose, Gubetta. Ah, ça! Est-ce que vous vous faites vertueuse pour l'amour de Dieu? Gubetta, s'il y avait aujourd'hui en Italie, dans cette fatale et criminelle Italie, un cœur noble et pur, un cœur plein de haute et de mâle vertu, un cœur d'ange sous une cuirasse de soldat. S'il ne me restait à moi, pauvre femme, haïe, méprisée, abhorrée, maudite des hommes, damnée du ciel, misérable toute puissante que je suis, s'il ne me restait dans l'état de détresse où mon âme agonise douloureusement qu'une idée, qu'une espérance,
qu'une ressource. Celle de mériter et d'obtenir avant ma mort une petite place, Gubetta. Un peu de tendresse, un peu d'estime dans ce cœur si fier et si pur. Si je n'avais d'autre pensée que l'ambition de le sentir battre un jour, joyeusement et librement, sur le mien, comprendrais-tu alors? Dis, Gubetta, pourquoi j'ai hâte de racheter mon passé, de laver ma renommée, d'effacer les taches de toutes sortes que j'ai partout sur moi, et de changer en une idée de gloire, de pénitence et de vertu, l'idée infâme et sanglante que l'Italie attache à mon nom. Mon Dieu, madame, sur quelle ermite avez-vous donc marché aujourd'hui? Ne ris pas! En me voici devant vous plus ébahi, plus empêché, plus étourdi, plus stupéfait, émerveillé et déconcerté de votre vertu subite qu'un chat des ailes d'un oiseau. Il y a longtemps déjà que j'ai ces pensées sans te les dire. Lorsqu'on est entraîné par un courant de crime, on ne s'arrête pas quand on veut. Les deux anges luttaient en moi, le bon et le mauvais, mais je crois que le bon va enfin l'emporter. Ah, alors, te deum laudamus, magnificat anima mea dominum. Savez-vous, madame, que je ne vous comprends plus, et que depuis quelque temps vous êtes devenu indéchiffrable pour moi. Il y a un mois, votre Altesse annonce qu'elle part pour Spolète. Prend congé de Monseigneur Don Alphonse X, votre mari, qui a, du reste, la bonhomie d'être amoureux de vous comme un tourtereau et jaloux comme un tigre. Votre Altesse donc quitte Ferrare et s'envient secrètement à Venise, presque sans suite, affublé d'un faux nom napolitain et moi d'un faux nom espagnol. Arrivé à Venise, votre Altesse se sépare de moi et m'ordonne de ne plus la connaître. Bon, et puis vous vous mettez à courir les fêtes, les musiques, les castullas à l'espagnol, profitant du carnaval pour aller partout masqué, caché à tous, déguisé, me parlant à peine entre deux portes chaque soir. Et voilà que toute cette mascarade se termine par un sermon que vous me faites. Un sermon de vous à moi, madame. Cela n'est-il pas véhément et prodigieux? Vous avez métamorphosé votre nom. Vous avez métamorphosé votre habit, à présent vous métamorphosez votre âme. En honneur, c'est pousser furieusement loin le carnaval. Je m'y perds. Mais où est la cause de cette conduite de la part de votre Altesse? Vois-tu ce jeune homme? Ce jeune homme n'est pas nouveau pour moi. Et je sais bien que c'est après lui que vous courez sous votre masque depuis que vous êtes à Venise. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est un jeune homme qui dort couché par terre, et qui dormirait debout s'il avait été entier dans la conversation morale et édifiante que je viens d'avoir avec votre Altesse. Est-ce que tu ne le trouves pas bien beau? Il serait plus beau s'il n'avait pas les yeux fermés. Un visage sans yeux, c'est un palais sans fenêtre. Si tu savais comme je l'aime. C'est l'affaire de Don Alphonse, votre royal mari. Je dois cependant avertir votre Altesse qu'elle perd ses peines. Ce jeune homme, à ce qu'on m'a dit, aime d'amour une belle jeune fille nommée Fiammetta. Et la jeune fille l'aime-t-elle? On dit que oui. Tant mieux. Je voudrais tant le savoir heureux. Mais voilà qui est singulier et qui n'est guère dans vos façons. Je vous croyais plus jalouse. Quelle noble figure. Je trouve qu'il ressemble à quelqu'un. Ne me dis pas que tu trouves qu'il ressemble et laisse-moi. C'est donc lui. Il m'est donc enfin donné de le voir un instant sans péril. Ah non, je ne l'avais pas rêvé plus beau. Dieu, épargnez-moi l'angoisse d'être jamais haï et méprisé de lui. Vous savez qu'il est tout ce que j'aime sous le ciel. Cela suffit. Je puis retourner à Ferrare. Je n'étais venu à Venise que pour m'assurer de son infidélité, j'en ai assez vu. Mon absence de Ferrare ne peut se prolonger plus longtemps. Ce jeune homme est son amant. Comment le nomme-t-on, Rustichello? Il s'appelle Gennaro. C'est un capitaine aventurier, un brave, sans père ni mère. Un homme dont on ne connaît pas les boules. Il est en ce moment au service de la République de Venise. Fais en sorte qu'il vienne à Ferrare.
Cela se fera de soi-même, monseigneur. Je pars après-demain pour Ferrare avec plusieurs de ses amis qui font partie de l'ambassade des sénateurs Tiopolo et Grimani. C'est bien. Les rapports qu'on m'a faits étaient exacts. J'en ai assez vu de tige. Nous pouvons repartir. Mon Dieu, qu'il y ait autant de bonheur pour lui qu'il y a eu de malheur pour moi. Oh, baiser une femme. Oh, sur mon honneur, madame, si vous étiez reine, et si j'étais poète, ce serait véritablement l'aventure de Messire Alain Chartier, un rimeur français. Mais j'ignore qui vous êtes, et moi, je ne suis qu'un soldat. Oh, laissez-moi, Seigneur Gennaro. Non pas, madame. Oh, voici quelqu'un. Quel espigeage! C'est bien elle, cette femme à Venise et Mafio! Qu'est-ce? Que je te dise une rencontre inouïe! On était Et sûr. comme je suis sûr que nous sommes ici dans le palais Barbarigo et non dans le palais Labia, Elle était en causerie galante avec Gennaro. avec Gennaro, Il faut tirer mon frère Gennaro de cette colle et d'araignée. bien avertir nos amis. Cette terrasse est obscure et déserte. Je puis me démasquer ici. Je veux que vous voyiez mon visage, Gennaro. Vous êtes bien belle. Regarde-moi bien, Gennaro. Et dis-moi que je ne te fais pas horreur. Vous me faire horreur, madame. Et pourquoi? Bien au contraire, je me sens au fond du cœur quelque chose qui m'attire vers vous. Donc, tu crois que tu pourrais m'aimer, Gennaro? Pourquoi non? Pourtant, madame, je suis sincère. Il y aura toujours une femme que j'aimerais plus que vous. Je sais! La petite Fiametta! Oh non! À qui donc? Ma mère. Ta mère. Ta mère. Ah, Gennaro, tu aimes bien ta mère, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, je ne l'ai jamais vue. Voilà qui vous paraît bien singulier, n'est-il pas vrai? Tenez, je ne sais pas pourquoi, j'ai une pente à me confier à vous. Je vais vous dire un secret que je n'ai encore dit à personne. Cela est étrange de se livrer ainsi au premier venu, mais il me semble que vous n'êtes pas pour moi la première venue. Je suis un capitaine qui ne connaît pas sa famille. J'ai été élevé en Calabre par un pêcheur dont je me croyais le fils. Le jour où j'eus 16 ans, ce pêcheur m'a appris qu'il n'était pas mon père. Quelque temps après, un seigneur vint, qui m'arma chevalier et qui repartit sans avoir levé la visière de son royaume. Quelque temps après encore, un homme vêtu de noir vint m'apporter une lettre. Je l'ouvris. C'était ma mère qui m'écrivait. Ma mère que je ne connaissais pas. Ma mère que je rêvais bonne, douce, tendre, belle comme vous. Ma mère que j'adorais de toutes les forces de mon âme. Cette lettre m'apprit, sans me dire aucun nom, que j'étais noble et de grande race, et que ma mère était bien malheureuse. Pauvre mère. Bon, Gennaro, Depuis ce jour-là, je me suis fait aventurier. Parce qu'étant quelque chose par ma naissance, j'ai voulu être aussi quelque chose par mon épée. Et j'ai couru toute l'Italie. Mais le premier jour de chaque mois, en quelque lieu que je sois, je vois toujours venir le même messager. Il me remet une lettre de ma mère, prend ma réponse et s'en va. Et il ne me dit rien. Et je ne lui dis rien non plus parce qu'il est sourd et muet. ainsi, tu ne sais rien de ta famille. Ah, je sais que j'ai une mère, qu'elle est malheureuse. Et que je donnerai ma vie dans ce monde pour la voir pleurer. Et ma vie dans l'autre pour la voir sourire. Voilà tout. Que fais-tu de ces lettres? Je les ai toutes là, sur mon cœur. Nous autres gens de guerre, nous risquons souvent notre poitrine à l'encontre des épées. Les lettres d'une mère, c'est une bonne cuirasse. Noble nature. Tenez, voulez-vous voir son écriture? Voici une de ses lettres. Lisez cela. Lisez. Ne cherche pas à me connaître, mon Gennaro, avant le jour que je te marquerai. Je suis bien à plaindre, va. Je suis entourée de parents sans pitié qui te tueraient comme ils ont tué ton père. Le secret de ta naissance, mon enfant, je veux être la seule à le savoir. Si tu le savais, toi, cela est à la fois si triste et si illustre que tu ne pourrais pas t'en taire. La jeunesse est confiante. Tu ne connais pas les périls qui t'environnent comme je les connais. Qui sait? Tu voudrais les affronter par bravade de jeune homme. Tu parlerais ou tu te laisserais deviner.
et tu ne vivrais pas 2 jours. Non. Contente-toi de savoir que tu as une mère qui t'adore et qui veille nuit et jour sur ta vie. Mon Gennaro, mon fils, tu es tout ce que j'aime. Comme vous lisez cela, tendrement. On ne dirait pas que vous lisez, mais que vous parlez. Ah, vous pleurez. Oh, vous êtes bonne, madame, et je vous aime de pleurer de ce qu'écrit ma mère. Oui, vous voyez, il y a eu bien des crimes autour de mon berceau. N'est-ce pas que vous comprenez maintenant que je m'arrête peu aux amourettes et aux galanteries, parce que je n'ai qu'une pensée au cœur. Ma mère. Oh, délivrer ma mère, la servir, la venger, la consoler. Quel bonheur. Je penserai à l'amour après. Tout ce que je le fais pour être digne de ma mère. Il y a bien des aventuriers qui ne sont pas scrupuleux et qui se battraient pour Satan après s'être battus pour Saint-Michel. Moi, je ne sers que des causes justes. Je veux pouvoir un jour déposer aux pieds de ma mère une épée nette et loyale, comme celle d'un empereur. Tenez, madame, on m'a offert un gros enrôlement au service de cette infâme Madame Lucrèce Borgia, et j'ai refusé. Gennaro, ayez pitié des méchants, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Je n'ai pas pitié de qui est sans pitié. Mais laissons cela, madame. Et maintenant que je vous ai dit qui je suis, faites de même. Et dites-moi à votre tour qui vous êtes. Une femme qui vous aime, Gennaro. Mais votre nom? Ne m'en demandez pas plus. Gennaro! Peux-tu savoir quelle est cette femme à qui tu parles d'amour? Vous êtes tous mes amis. Mais je jure Dieu que celui qui touchera au masque de cette femme sera un enfant hardi. Le masque d'une femme est sacré comme la face d'un homme. Il faut d'abord que la femme soit une femme, Gennaro. Mais nous ne voulons pas insulter celle-là. Nous voulons simplement lui dire mon nom. Madame, je suis Maffio Orsini, frère du duc de Gravina, que vos sbires ont étranglé la nuit pendant qu'il dormait. Madame, je suis Jeff de Liberato Vitelli, que vous avez fait poignarder dans les caves du Vatican. Madame, je suis Arcanio Petrucci, cousin de Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne, que vous avez assassiné pour lui voler plus aisément sa fille. Madame, je m'appelle Oloferno Vitellozzo, neveu d'Iago d'Appiani que vous avez empoisonné dans une fête après lui avoir traîtreusement dérobé sa bonne citadelle seigneuriale de Piombino. Madame, vous avez mis à mort sur l'échafaud Don Francisco Casella, oncle maternel de Don Alphonse d'Aragon, votre 3e mari, que vous avez fait tuer à coups de hallebarde dans l'escalier de Saint-Pierre. Je suis Don Apostolo Casella, cousin de l'homme et fils de l'encre. Et maintenant que nous avons dit voulez-vous que nous disions le vôtre? Non, le Seigneur, pas devant lui. Ôtez ce masque, madame, qu'on voit si vous pouvez encore rougir. Gennaro, cette femme à qui tu parlais d'amour est en train.
soir, Gubetta. Oui, madame. Y seront-ils tous les 5? Tous les 5. Ils m'ont bien cruellement outragé, Gubetta. Ah, je n'étais pas là. Moi. Ils ont été sans pitié. Ils vous ont dit votre nom tout haut, comme cela. Ils ne m'ont pas dit mon nom. Gubetta, ils me l'ont craché au visage. En plein bal. Devant Gennaro. Ah, ce sont de fiers étourdis d'avoir quitté Venise pour venir à Ferrare. Enfin, il est vrai qu'ils ne pouvaient guère faire autrement, étant désignés par le Sénat pour faire partie de l'ambassade qui est arrivée l'autre semaine. Ils me méprisent maintenant. Et c'est leur faute. Gubetta, je me vengerai d'eux. À la bonne heure, voilà parler. Vos fantaisies de miséricorde vous ont quitté. Dieu soit loué. Je suis bien plus à mon aise avec votre Altesse quand elle est naturelle comme la voilà. Je m'y retrouve au moins. Voyez-vous, madame, un lac, c'est le contraire d'une île. Une tour, c'est le contraire d'un puits. Un aqueduc, c'est le contraire d'un pont. Et moi, j'ai l'honneur d'être le contraire d'un personnage vertueux. Gennaro est avec eux, prends garde qu'il ne lui arrive rien. Si nous devenions, vous, une bonne femme et moi un bonhomme, ce serait monstrueux. Regarde qu'il n'arrive rien à Gennaro, te dis-je. Soyez tranquille. Je voudrais bien le voir encore une fois. Vive Dieu, madame. Votre Altesse le voit tous les jours. Vous avez gagné son valet pour qu'il détermine à son maître à prendre logis là, dans cette bicoque, vis-à-vis votre balcon. Et de votre fenêtre grillée, vous avez tous les jours l'ineffable bonheur de voir entrer et sortir le sudit gentilhomme. Je dis que je voudrais lui parler, Rien de Gubetta. plus simple, envoyez-lui dire par votre porte-chat, Pastolfo, que votre Altesse l'attend aujourd'hui, à telle heure, au palais. Je le ferai, Gubetta. Mais voudra-t-il venir? Rentrez, madame. Je crois qu'il va passer par ici tout à l'heure avec les étourneaux en question. Te prennent-ils toujours pour le comte de Belverana? Ah, ils me croient espagnol, depuis le talon jusqu'au sourcil. Je suis un de leurs meilleurs amis. Je leur emprunte de l'argent. De l'argent. Pourquoi faire? Par Dieu, pour en avoir. D'ailleurs, il n'y a rien qui soit plus espagnol que d'avoir l'air gueux et de tirer le diable par la queue. Oh mon Dieu, faites qu'il n'arrive pas malheur à mon Gennaro. Et à ce propos, madame, il me vient une réflexion. Laquelle? C'est qu'il faut que la queue du diable lui soit soudée, chevillée et vissée à l'échine d'une manière bien triomphante pour qu'elle résiste à l'innombrable multitude de gens qui l'attirent perpétuellement. Tu ris à travers tout, Gubetta. C'est une manière comme une autre. Je crois que les voici, sont Jacques. Qu'est-ce que c'est que ce Gennaro? Et que diable en veut-elle faire? Je sais pas tous les secrets de la dame, il s'en faut, mais celui-ci pique ma curiosité. Ma foi, elle n'a pas eu de confiance en moi cette fois, il ne faut pas qu'elle s'imagine que je vais la servir dans cette occasion. Elle se tirera de l'intrigue avec le Gennaro comme elle pourra. Et quelle étrange manière d'aimer un homme quand on est fille de Roderigo Borgia et de la Fanozza. Quand on est une femme qui a dans les veines du sang de courtisane et du sang de pape. Madame Lucrèce devient platonique? Non, je ne m'étonnerai plus de rien maintenant. Quand même, on viendrait me dire que le pape Alexandre VI croit en Dieu. Ah non, voilà nos jeunes fous du carnaval de Venise. Et ils ont eu une belle idée de quitter une terre libre et neutre pour venir à Ferrare, après avoir mortellement offensé la duchesse de Ferrare. À leur place, je me serais certes abstenu de faire partie de la cavalcade des ambassadeurs vénitiens. Mais les jeunes gens sont ainsi faits. La gueule du loup est de toutes les choses sublunaires, celle où ils se précipitent le plus volontiers. Vous direz ce que vous voudrez, messieurs. On peut se dispenser de venir à Ferrare quand on a blessé au cœur Madame Lucrèce Borgia. Et que pouvions-nous faire? Le Sénat nous envoie ici. Est-ce qu'il y a un moyen d'éluder les ordres du Sérénissime Sénat de Venise? Une fois désigné, il fallait partir.
Je ne me dissimule pourtant pas, Mafio, que la Lucrezia Borgia est en effet une redoutable ennemie. Elle est la maîtresse ici. Et que veux-tu qu'elle nous fasse, Apostolo? Ne sommes-nous pas au service de la République de Venise? Ne faisons-nous pas partie de son ambassade? Toucher à un cheveu de nos têtes, ce serait déclarer la guerre au doge, et Ferrare ne se frotte pas volontiers à Venise. Ma mère, qui me dira ce que je puis faire pour ma pauvre mère? On veut te coucher de tout ton long dans le sépulcre, Jeppo, sans toucher à un cheveu de ta tête. Il y a des poisons qui font les affaires des Borgia, sans éclat et sans bruit, et beaucoup mieux que la hache et le poignard. Rappelle-toi la manière dont Alexandre VI a fait disparaître du monde le sultan Zizimi, frère de Bajazet. Et tant d'autres, dont ton frère de Bajazet. Son histoire est curieuse et n'est pas des mots sinistres. Le pape lui persuada que Charles de France l'avait empoisonné le jour où ils firent collation ensemble. Zizimi crut tout et reçut des belles mains de Lucrèce Borgia un soi-disant contrepoison qui, en 2 heures, délivra de lui son frère Bajazet. Il paraît que ce brave Turc n'entendait rien à la politique. Oui! Les Borgia ont des poisons qui tuent en un jour, en un mois, en un an, à leur gré! Ce sont d'infâmes poisons qui rendent le vin meilleur et font vider le flacon avec plus de plaisir. Vous vous croyez ivre, vous êtes mort. Ou bien, un homme tombe tout à coup en langueur. Sa peau se ride, ses yeux se cavent, ses cheveux blanchissent, ses dents se brisent comme verre sur le pain. Il ne respire plus, il râle. Il ne marche plus, il se traîne. Il ne rit plus, il ne dort plus. Il grelotte au soleil en plein midi. Jeune homme, il a l'air d'un vieillard. Il agonise ainsi quelque temps et enfin il meurt. Il meurt, et alors on se souvient qu'il y a 6 mois ou 1 an, il a bu un verre de vin de Chypre chez un Borgia. Tenez, mes seigneurs! Voici justement Montefeltro, que vous connaissez peut-être, qui est de cette ville et à qui la chose arrive en ce moment. Il passe là au fond de la place, regardez-le! Pauvre Montefeltro! Quel âge a-t-il? Mon âge, 29 ans. Je l'ai vu l'an passé rose et frais comme vous! Il y a 3 mois, il a soupé chez notre Saint-Père le Pape dans sa vigne du Belvédère. C'est horrible! L'on compte des choses bien étranges de ces soupers des Borgia. Ce sont des débauches effrénées, assaisonnés d'empoisonnement! Regardez, mes seigneurs, comme cette place est déserte autour de nous. Le peuple ne s'aventure pas si près que nous du palais ducal. Il a peur que les poisons qui s'y élaborent jour et nuit ne transpirent à travers les murs. Messieurs! À tout prendre! Les ambassadeurs ont eu hier leur audience du duc. Notre service est à peu près fini. La suite de l'ambassade se compose de 50 cavaliers. Notre disparition ne s'apercevrait guère dans le nombre. Et je crois que nous ferions sagement de quitter Ferrare. Aujourd'hui même! Messieurs, il sera temps de demain. Je suis invité à souper ce soir chez la princesse Negroni, dont je suis fort éperdument amoureux, et je ne voudrais pas avoir l'air de fuir devant la plus jolie femme de Ferrare. Tu es invité à souper ce soir chez la princesse Negroni. Oui. Et moi aussi! Et moi aussi! Et moi aussi! Et moi aussi! Et moi aussi, messieurs. Tiens, voilà monsieur de Belverana. Eh ben, nous irons tous ensemble. Ce sera une joyeuse soirée. Bonjour, monsieur de Belverana. Que Dieu vous garde, longues années, Seigneur Jeppo. Vous allez encore me trouver bien timide, cher Jeppo. Eh bien, si vous m'en croyez, nous n'irions pas à ce dîner. Le palais Negroni touche au palais ducal, et je n'ai pas grande croyance aux airs aimables de ce seigneur Belverana. Vous êtes fou, Mafio. La Negroni est une femme charmante. Je vous dis que j'en suis amoureux. Et le Belverana est un brave homme. Je me suis enquis de lui et des siens. Mon père était avec son père au siège de Grenade en 1480. Cela ne prouve pas que celui-ci soit le fils du père avec qui était votre Et père. vous êtes libre de pas venir souper, Mafio. Hein. J'irai si vous y allez, Jeppo. Eh ben, vive Jupiter, alors. Et toi, Gennaro, est-ce que tu n'es pas des nôtres ce soir? Est-ce que la Negroni ne t'a pas invité? Eh non, la princesse m'aura trouvé trop médiocre, gentilhomme. Alors, mon frère, tu iras de ton côté à quelques rendez-vous d'amour, n'est-ce pas? Eh tiens, à propos, conte-nous donc un peu ce que te disait Madame Lucrèce l'autre soir. Non mais il paraît qu'elle est folle de toi. Elle a dû t'en dire long. La liberté du bal était une bonne fortune pour elle. Les femmes ne déguisent leur figure que pour déshabiller plus hardiment leur âme. Visage masqué, cœur à nu. Oh, tu es venu te placer précisément en face de son balcon. Ce qui n'est pas sans danger, mon camarade, car on dit ce digne duc de Ferrare, fort jaloux de madame sa femme. Ah non, Gennaro, dis-nous où tu en es de ton amourette avec la Lucrèce Borgia. Mais seigneur, si vous continuez à me parler
au soleil. C'est pure plaisanterie, Gennaro. Mais il me semble qu'on peut te parler de cette dame, puisque tu portes ses couleurs. Que veux-tu dire? Cette écharpe! Ce sont en effet les couleurs de Lucrèce Borgia. C'est Fiammetta qui me l'a envoyé. C'est Fiammetta qui me l'a nommé. Tu le crois? Lucrèce te l'a fait dire. Mais c'est Lucrèce qui a brodé cette écharpe de ses propres mains pour toi. En es-tu sûr, Mafio? Par qui le sais-tu? Par ton valet qui t'a remis l'écharpe et qu'elle a gagné. Damnation! Cette femme est belle pourtant. Ouais, mais il y a quelque chose de sinistre empreint sur sa beauté. C'est un ducador à l'effigie de Satan. Oh, maudite soit cette Lucrèce Borgia! Vous dites qu'elle m'aime, cette femme? Eh bien, tant mieux. Que ce soit son châtiment. Elle me fait horreur. Oui, elle me fait horreur. Tu sais, Mafio, cela est toujours ainsi. Il n'y a pas moyen d'être indifférent pour une femme qui nous aime. Il faut l'aimer ou la haïr. Et comment aimer celle-là? Il arrive aussi que plus on est persécuté par l'amour de ces sortes de femmes, plus on les hait. Celle-ci m'obsède, m'investit, m'assiège. Par où ai-je pu mériter l'amour du Lucrèce Borgia? Cela n'est-il pas une honte, une calamité? Depuis cette nuit, vous m'avez dit son nom d'une façon si éclatante. Vous ne sauriez croire à quel point la pensée de cette femme scélérate m'est odieuse. Autrefois, je ne voyais Lucrèce Borgia que de loin, à travers 1000 intervalles, comme un fantôme terrible debout sur toute l'Italie, comme le spectre de tout le monde. Maintenant, ce spectre est mon spectre à moi. Il vient s'asseoir à mon chevet. Il m'aime, ce spectre, et veut se coucher dans mon lit. Par ma mère, c'est épouvantable. Un Mafio, elle a tué Monsieur de Gravina. Elle a tué ton frère. Eh bien, ton frère, je le remplacerai près de toi, et je le vengerai près d'elle. Voilà donc son exécrable palais! Palais de la luxure! Palais de la trahison! Palais de l'inceste! Palais de l'assassinat! Palais de l'adultère! Palais de tous les crimes! Palais de Lucrèce Borgia! Ah! La marque d'un famille que je puis mettre au front à cette femme! Je veux au moins la mettre au front de son palais! Que diable fait-il? Cette lettre de moi en nom de Madame Lucrèce, c'est ta tête de moi sur tes épaules! Oui, monsieur Gennaro! Voilà un calembour qui fera mettre demain la moitié de la ville à la question. Si l'on cherche le coupable, je me présenterai! Ah, je le voudrais, par Dieu, cela embarrasserait Madame Lucrèce. Messieurs, voilà les gens de mauvaise mine qui nous regardent un peu bizarrement. Je crois qu'il serait plus prudent de nous séparer. Ne fais pas de nouvelles folies, frère Gennaro. Sois tranquille, merci. Messieurs, bien la joie cette nuit. Que diable fais-tu là, Rustigullo? J'attends que tu t'en ailles. Astolfo. En vérité. Et toi, que fais-tu là? Astolfo. J'attends que tu t'en ailles, Rustigullo. À qui donc as-tu affaire? Astolfo. À l'homme qui vient d'entrer là. Et toi, à qui en veux-tu? Moi-même. Diable, Qu'est-ce que tu veux en faire? l'emmener chez la duchesse. Et toi? Je veux le mener chez le duc. Diable, Qu'est-ce qu'il attend chez la duchesse? l'amour sans doute. Et chez le duc, Probablement la potence. comment faire?
L'homme ne peut pas être à la fois chez le duc et chez la duchesse, amant heureux et pendu. Voici un ducat. Jouons à croire ou pile à qui de nous deux aura l'homme. C'est dit. Ma foi, si je perds, je dirai tout bonnement au duc que j'ai trouvé l'oiseau déniché. Cela m'est bien égal, les affaires du duc. Pile. C'est face. L'homme sera pendu. Prends-le. Adieu. Au revoir. Voilà bien. Il y a toujours un tas de gens inutiles qui viennent vous déranger dans vos opérations et qui ne font que fourrer le nez aux choses secrètes que vous voulez faire. Et après cela, quand on veut les tuer, ils font les étonner. Ils ont l'air de ne pas s'être attendus à cela. C'est cependant bien naturel. Il me faut le secret, je tue les curieux. C'est le moyen connu, il n'y en a pas d'autre. Seigneur le duc, voilà vos premiers ordres exécutés, j'en attends d'autres. Prends cette clé. Va à la galerie de Nouma. Compte tous les panneaux de la boiserie à partir de la grande figure peinte qui est près de la porte et qui représente Hercule, fils de Jupiter, un de mes ancêtres. Arrivé au 23e panneau, tu verras une petite ouverture cachée dans la gueule d'une guivre dorée, qui est une guivre de 1000 ans. C'est Ludovic le Mort qui a fait faire ce panneau. Introduis la clé dans cette ouverture. Le panneau tournera sur ses gonds, comme une porte. À l'armoire secrète qu'il recouvre, tu verras sur un plateau de cristal un flacon d'or et un flacon d'argent avec 2 coupes en émail. Dans le flacon d'argent, il y a de l'eau pure. Dans le flacon d'or, il y a du vin préparé. Tu apporteras le plateau, sans y rien déranger, dans le cabinet voisin de cette chambre, Rustighello. Et si tu as jamais entendu des gens dont les dents claquaient de terreur parler de ce fameux poison des Borgia qui, en poudre, est blanc et scintillant comme de la poussière de marbre de Carrare, et qui, mêlé au vin, change du vin de Romorantin en vin de Syracuse, tu te garderas de toucher au flacon d'or. Est-ce là tout, monseigneur? Non! Tu prendras ta meilleure épée et tu te tiendras dans le cabinet, debout, derrière la porte, de manière à entendre tout ce qui se passera ici, et à pouvoir entrer au premier signal que je te ferai avec cette clochette d'argent, dont tu connais le son. Si j'appelle simplement Rustighello, tu entreras avec le plateau. Si je secoue la clochette, tu entreras avec l'épée. Il suffit, monseigneur. Tu tiendras ton épée nue à la main, afin de n'avoir pas la peine de la tirer. Bien. Rustighello, prends 2 épées. Une peut se briser. Va. Monsieur! Monsieur! Ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessous de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose a eu lieu en plein jour, publiquement. Par quoi, je l'ignore, mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie. Et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme populace de l'Italie, monseigneur, est là, qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori. Est-ce que vous vous imaginez, Don Alphonse, que je m'accommode de cela et que je n'aimerais pas mieux mourir en une fois d'un coup de poignard qu'en 1000 fois de la piqûre envenimée du sarcasme et du colibet? Par Dieu, monsieur, on me traite étrangement dans votre seigneurie de Ferrare. Ceci commence à me lasser. Et je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille pendant qu'on traîne
mettre dans le ruisseau de votre ville la renommée de votre femme, déchiquetée à belles dents par l'injure et la calomnie. Il me faut une réparation éclatante de ceci, je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice, c'est un événement sérieux qui arrive là, voyez-vous. Est-ce que vous croyez par hasard que je ne tiens à l'estime de personne au monde et que mon mari peut se dispenser d'être mon chevalier? Ah non, non, monseigneur, qui épouse, protège, qui donne la main, donne le bras. J'y compte. Tous les jours, ce sont de nouvelles injures et jamais je ne vous envoie ému. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, Don Alphonse? Allons, sur mon âme, courroucez-vous donc un peu, que je vous vois une fois dans votre vie vous fâcher à mon sujet, monsieur. Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois. Soyez-le donc, de moi gloire. Vous êtes jaloux, soyez-le, de ma renommée. Si j'ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires, si je vous ai apporté en mariage non seulement la rose d'or et la bénédiction du Saint-Père, mais ce qui tient plus de place sur la surface du monde, Sienne, Cesena, Rimini, Spolète et Piombino, et plus de villes que vous n'aviez de châteaux, et plus de duchés que vous n'aviez de baronnies, si j'ai fait de vous le gentilhomme le plus puissant de l'Italie, monseigneur, ce n'est pas une raison pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m'insulter, pour que vous laissiez votre Ferrare montrer du doigt à toute l'Europe, votre femme plus méprisée et plus bas placée que la servante des valets de vos palefreniers. Ce n'est pas une raison, dis-je, pour que vos sujets ne puissent me voir passer au milieu d'eux sans dire cette femme. Or, je vous le déclare, monsieur, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni, ou je m'en plaindrai au pape, je m'en plaindrai au Valentinois, qui est à Forlì, avec 15 000 hommes de guerre. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Madame, le crime dont vous vous plaignez m'est connu. Comment, monsieur? Le crime vous est connu, et le criminel n'est pas découvert. Le criminel est découvert. Vive Dieu! Et s'il est découvert, comment se fait-il qu'il ne soit pas arrêté? Il est arrêté, madame. Sur mon âme, s'il est arrêté, d'où vient qu'il n'est pas encore puni? Il va l'être. J'ai voulu d'abord avoir votre avis sur le châtiment. Et vous avez bien fait, monseigneur. Où est-il? Ici. Ici? Il me faut un exemple, entendez-vous, monsieur? C'est un crime de lèse-majesté. Ces crimes-là font toujours tomber la tête qui les conçoit et la main qui les exécute. Ah! Il est ici. Et je veux le voir. C'est facile. Rustighello! Encore un mot, monsieur, avant que le coupable soit introduit. Quel que soit cet homme, fût-il de votre ville, fût-il de votre maison, Don Alphonse, donnez-moi votre parole de duc couronné, qui ne sortira pas d'ici vivant. Je vous la donne. Je vous la donne. Entendez-vous bien, madame. C'est bien. Et sans doute j'entends. Amenez-le maintenant que je l'interroge moi-même. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'aurais donc fait à ces gens de Ferrare pour me persécuter ainsi? Amène le prisonnier. Gennaro. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est Gennaro. Quelle fatalité, mon Dieu! Seigneur le duc, je suis un simple capitaine et je vous parle avec le respect qui convient. Votre Altesse m'a fait saisir dans mon logis ce matin. Que me veut-elle? Seigneur capitaine, un crime de lèse-majesté humaine a été commis ce matin vis-à-vis la maison que vous habitez. Le nom de notre bien-aimée épouse et cousine, Donna Lucrezia Borgia, a été insolemment balafré sur la face de notre palais ducal. Nous cherchons le coupable. Ce n'est pas lui. Il y a méprise, Don Alphonse. Ce n'est pas je.
D'où le savez-vous? Ce jeune homme est de Venise et non de Ferrare, si. Qu'est-ce que cela prouve? Elle le fait à 1h ce matin et je sais qu'il a passé la matinée chez une nommée Fiametta. Non, madame. Non, vous voyez bien que votre Altesse est mal renseignée. Laissez-moi l'interroger. Capitaine Gennaro, êtes-vous celui qui a commis le crime? Tout ici, de l'air. J'ai besoin de respirer un peu. Dis que ce n'est pas tout. Elle lui a parlé bas, du Galfonce. Les pêcheurs de Calabre qui m'ont élevé et qui m'ont trempé tout jeune dans la mer pour me rendre fort et hardi ont enseigné cette maxime avec laquelle on peut risquer souvent sa vie, jamais son honneur. Fais ce que tu dis ce que tu fais. Du Galfonce, je suis l'homme que vous cherchez. Vous avez ma parole de duc couronné, madame. J'ai 2 mots à vous dire en particulier, monseigneur. Que me voulez-vous, madame? Ce que je vous veux, Don Alphonse, c'est que je ne veux pas que ce jeune homme meure. Il n'y a qu'un instant, vous êtes entrée chez moi comme la tempête, irritée et pleurante. Vous vous êtes plainte à moi d'un outrage fait à vous. Vous avez réclamé avec injure écrit la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qu'il ne sortirait pas d'ici vivant. Je vous l'ai loyalement octroyé. Et maintenant, vous ne voulez pas qu'il meure. Par Jésus, madame, ceci est nouveau. Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc. Madame, les gentilshommes aussi prouvés que moi n'ont pas coutume de laisser leur foi en gage. Vous avez ma parole. Il faut que je la retire. J'ai juré que le coupable mourrait. Il mourra sur mon âme. Vous pouvez choisir le genre de mort. Don Alphonse, en vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, c'est vrai, je suis une femme pleine de déraison. Mon père m'a gâtée, que voulez-vous? On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Vous savez bien, Alphonse, que j'ai toujours été ainsi. Tenez, asseyez-vous là, près de moi, et causons un peu, tendrement, cordialement, comme mari et femme, comme de bons amis. Donna Lucrezia, vous êtes madame, et je suis trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vos pieds. Comme cela est bon de s'entendre. Savez-vous bien, Alphonse, que je vous aime encore comme le premier jour de notre mariage? Ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, entre monsieur de Valentinois, mon frère, et monsieur le cardinal Hippolyte d'Este, le vôtre. J'étais sur le balcon des Degrés de Saint-Pierre. Je me rappelle encore votre beau cheval blanc chargé d'orfèvrerie d'or et l'illustre mine de roi que vous aviez dessus. Vous étiez vous-même bien belle, madame, et bien rayonnante sous votre baie de brocart d'argent. Ah, ne me parlez pas de moi, monseigneur, quand je vous parle de vous. Il est certain que toutes les princesses de l'Europe m'envient d'avoir épousé le meilleur chevalier de la chrétienté. Et moi, je vous aime vraiment comme si j'avais 18 ans. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, Alphonse? Vous n'en doutez jamais, au moins. Je suis froide, quelquefois, et distraite. Cela vient de mon caractère et non de mon cœur. Écoutez, Alphonse, si votre Altesse m'en grondait doucement, je me corrigerais bien vite. La bonne chose de s'aimer comme nous faisons. Donnez-moi votre main. Embrassez-moi, Alphonse. En vérité, j'y songe maintenant, il est bien ridicule qu'un prince et une princesse comme vous et moi, qui sont assis côte à côte sur le plus beau trône ducal qui soit au monde, et qui s'aiment, aient été sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Il faut chasser cet homme et n'en plus parler. Oh, qu'il aille où il voudra, ce drôle, n'est-ce pas, Alphonse? Le lion et la lionne ne se courroucent pas d'un moucheron. Oh, savez-vous, monseigneur, que si la couronne ducale était à donner en concours au meilleur cavalier de votre duché de Ferrare, c'est encore vous qui l'auriez. Attendez, que
que j'aille dire à Rustighello de votre part qu'il est à chasser au plus vite de Ferrare, ce Gennaro. Rien de presse. Je voudrais n'avoir plus à y penser. Alors, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Faut que celle-ci se termine à la mienne. Mais enfin, mon Alphonse, vous n'avez pas de raison pour vouloir la mort de cet homme? Et la parole que je vous ai donnée. Le serment d'un roi est sacré. Mais cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, Alphonse, nous savons ce que c'est. Le Saint-Père avait promis à Charles VIII de France la vie de Zizimi. Sa sainteté n'en a pas moins fait mourir Zizimi. Monsieur de Valentinois s'était proclamé, sur parole, otage du même enfant Charles VIII. Monsieur de Valentinois s'est évadé du camp français dès qu'il a pu. Vous, même, vous aviez promis aux Petrucci de leur rendre Sienne. Vous ne l'avez pas fait, ni dû faire. L'histoire des pays est pleine de cela. Ni roi ni nation ne pourrait vivre un jour avec la rigidité des serments qu'on tiendrait. Entre nous, Alphonse, une parole jurée n'est une nécessité que quand il n'y en a pas d'autre. Pourtant, Donna Lucrezia, un serment... Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là, je ne suis pas une sotte. Dites-moi plutôt, mon cher Alphonse, si vous avez quelques motifs d'en vouloir à ce Gennaro. Non? Eh bien, accordez-moi sa vie. Vous m'aviez bien accordé sa mort, qu'est-ce que cela vous fait? S'il me plaît de lui pardonner, c'est moi qui suis l'offensé. C'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce. Si vous m'aimez, Don Alphonse, vous ne me refuserez pas plus longtemps. S'il me plaît d'essayer de la clémence, à moi, c'est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux que votre peuple m'aime. La miséricorde, Alphonse, cela fait ressembler à un roi, à Jésus-Christ. Soyons des souverains miséricordieux. Cette pauvre Italie a assez de tyrans sans nous, depuis le baron vicaire du pape jusqu'au pape vicaire de Dieu. Finissons-en, cher Alphonse, mettez ce Gennaro en liberté. C'est un caprice, si vous voulez. Mais c'est quelque chose de sacré et d'auguste que le caprice d'une femme quand il sauve la tête d'un homme. Je le puis, chère Lucrèce. Vous ne pouvez. Mais enfin, pourquoi ne pouvez-vous pas m'accorder quelque chose d'aussi insignifiant que la vie de ce capitaine? Vous me demandez pourquoi, mon amour. Oui. Pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Ciel. Parce que vous l'avez été chercher à Venise. Parce que vous iriez le chercher en enfer. Parce que je vous ai suivi pendant que vous le suiviez. Parce que je vous ai vu, masquée et haletante, courir après lui comme la louve après sa proie. Parce que tout à l'heure encore vous le couviez d'un regard plein de pleurs et plein de flammes. Parce que vous vous êtes prostituée à lui. Sans aucun doute, madame. Parce que c'est assez de honte et d'adultère et d'infamie comme cela. Parce qu'il est temps que je venge mon honneur et que je fasse couler autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Taisez-vous. Veillez sur vos amants désormais, Lucrèce. La porte par laquelle on entre dans votre chambre de nuit, mettez-y tel huissier qu'il vous plaira. Mais à la porte par où l'on sort, il y aura maintenant un portier de mon choix. Le bourreau. Monseigneur, je vous jure. Ne jurez pas. Les serments, cela est bon pour le peuple. Ne me donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Si vous savez... Tenez, madame. Je vais toute votre abominable famille de Borgia. Et vous, toute la première que j'ai si follement aimée. Il faut que je vous dise un peu cela à la fin. C'est une chose honteuse, inouïe et merveilleuse de voir allier en nos deux personnes la maison d'Este, qui vaut mieux que la maison de Valois et que la maison de Tudor. La maison d'Este, dis-je, et la famille Borgia, qui ne s'appelle pas même Borgia, mais Lenzuoli ou Lenzolio, on ne sait quoi. J'ai horreur de votre frère César, qui a des taches de sang naturelles au visage, de votre frère César qui a tué votre frère Jean. J'ai horreur
de votre mère, la Rosa Vanozza, la vieille fille de joie espagnole qui scandalise Rome après avoir scandalisé Valence. Et quant à vos neveux prétendus, les ducs de Sermonetto et de Nepi, de beaux ducs, ma foi, des ducs d'hier, des ducs faits avec des duchés volés. Laissez-moi finir. J'ai horreur de votre père, qui est pape et qui a un sérail de femmes, comme le sultan des Turcs Bajazet, de votre père qui est l'antéchrist, de votre père qui peuple le bagne de personnes illustres et le sacré collège de bandits, si bien qu'en les voyant tous vêtus de rouge, galériens et cardinaux, on ne sait plus si ce sont les galériens qui sont les cardinaux et les cardinaux qui sont les galériens. Hein? Monseigneur, je vous demande à genoux et à mains jointes, au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre Père et de votre Mère, Monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine. Voilà. Aimé. Vous pourrez faire de son cadavre ce qu'il vous plaira, madame. Et je prétends que ce soit avant une heure. Grâce pour Gennaro. Si vous pouviez lire la ferme résolution qui est dans mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort. Prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare, mon 4e mari. Oh! Ne faites pas la terrible, madame. Sur mon âme, je ne vous crains pas. Je sais vos allures. Je ne me laisserai pas empoisonner, comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme d'Espagne dont je ne sais plus le nom, ni vous non plus. Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari, Jean Sforza, seigneur de Pesaro. C'est imbécile. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique sur n'importe quel escalier comme le 3e, Don Alphonse d'Aragon, faible enfant dont le sang n'a guère pu tacher les dalles que de l'eau pure. Tout bon! Moi, je suis un homme. Madame, le nom d'Hercule est souvent porté dans ma famille par le ciel. J'ai des soldats plein ma ville et plein ma seigneurie et j'en suis un moi-même. Et je n'ai point encore vendu comme ce pauvre roi de Naples mes bons canons d'artillerie au pape, votre Saint-Père. Vous vous repentirez de ces paroles, monsieur. Vous oubliez qui je suis. Je sais fort bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spolète, mais vous n'êtes pas à Spolète. Vous êtes la femme, la sujette, la servante d'Alphonse, duc de Ferrare. Et vous êtes à Ferrare. Ah, cela vous étonne. Vous avez peur de moi, madame. Jusqu'ici, c'était moi qui avais peur de vous. J'entends qu'il en soit ainsi désormais. Pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main, il mourra. Raisonnons un peu, Don Alphonse. Si cet homme est celui qui a commis envers moi le crime de lèse-majesté, il ne peut être en même temps mon amant. Pourquoi non? Dans un accès de dépit, de colère, de jalousie. Car il est peut-être jaloux aussi, lui. D'ailleurs, est-ce que je sais, moi, je veux que cet homme meure. C'est ma fantaisie. Ce palais est plein de soldats qui me sont dévoués et qui ne connaissent que moi. Il ne peut échapper. Vous n'empêcherez rien, madame. J'ai laissé à votre Altesse le choix du genre de mort. Décidez-vous. Vous ne répondez pas. Je vais le faire tuer dans l'antichambre à coups d'épée. Arrêtez! Aimez-vous mieux lui verser vous-même un verre de vin de Syracuse? Gennaro, Il faut qu'il meure. pas à coups d'épée! La manière m'importe peu. Que choisissez-vous?
l'autre chose. Vous aurez soin de ne pas vous tromper et de lui verser vous-même du flacon d'or que vous savez. Je serai là d'ailleurs, ne vous figurez pas que je vais vous quitter. Je ferai ce que vous voulez. Roustigalo, ramène le prisonnier! Vous êtes un homme affreux, monseigneur. Qu'est-ce que j'entends dire, Seigneur Gennaro? Que ce que vous avez fait ce matin, vous l'avez fait par étourderie et bravade, et sans intention méchante. Que Madame la Duchesse vous pardonne et que d'ailleurs vous êtes un vaillant. Par ma mère, si en est ainsi, vous pouvez retourner sain et sauf à Venise. À Dieu ne plaise que je prive la magnifique République de Venise d'un bon domestique et la chrétienté d'un bras fidèle qui porte une fidèle épée quand il y a devers les eaux de Chypre et de Candie des idolâtres et des sarrasins. À la bonne heure, monsieur. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce dénouement, mais je remercie votre Altesse. La clémence est une vertu de race royale, et Dieu fera grâce là-haut à qui aura fait grâce ici-bas. Capitaine, est-ce un bon service que celui de la République? Combien y gagnez-vous? Bon an, mal an. Ah, j'ai une compagnie de 50 lances, monseigneur, que je défraie et que j'habille. La Sérénissime République, sans compter les aubaines et les épaves, me donne 2000 sequins d'or par an. Et si je vous en offrais 4000, prendriez-vous service chez moi? Je ne pourrais, monseigneur. Je suis encore pour 5 ans au service de la République. Je suis lié. Comment? Lié? Par serment. Il paraît que ces gens-là tiennent les leurs, madame. N'en parlons plus, Seigneur Gennaro. Je n'ai fait aucune lâcheté pour obtenir la vie sauve. Mais puisque votre Altesse me la laisse, voici ce que je puis lui dire maintenant. Votre Altesse se souvient de l'assaut de Fenza, il y a 2 ans. Monseigneur le duc Hercule d'Este, votre père, et courut grand péril de la part de 2 crânes quignés du Valentinois qu'il allait tuer. Un soldat aventurier lui sauva la vie. Oui. Et l'on n'a jamais pu retrouver ce soldat. C'était moi. Par Dieu, mon capitaine, ceci mérite récompense. Alors vous boirez avec moi, suivant le vieil usage de nos ancêtres, comme bons amis que nous sommes, un verre de mon vin de Syracuse. Volontiers, monseigneur. Et pour vous faire honneur comme à quelqu'un qui a sauvé mon père, je veux que ce soit Madame la Duchesse elle-même qui vous le verse. Roustigalo! Madame, écoutez ce que je vais dire à cet homme. Roustigalo, retourne te placer derrière la porte avec ton épée nue à la main. Si tu entends la clochette, tu entreras. Va! Madame, vous verserez vous-même à boire au jeune homme et vous aurez soin de verser du flacon d'or que voici. Oui. Si vous saviez ce que vous faites en ce moment et combien c'est une chose horrible, vous frémiriez vous-même, tout dénaturé que vous êtes, monseigneur. Ayez soin de ne pas vous tromper de flacon. Eh bien, capitaine! Je suis confus de tant de bonté, monseigneur. Madame, versez à boire au seigneur Gennaro. Quel âge avez-vous, capitaine? 20 ans. Le flacon d'or, madame. Ah, ça! Vous devez être amoureux? Oh, qu'est-ce qu'il n'est pas un peu, monseigneur? Savez-vous, madame, que c'eût été une cruauté que d'enlever ce jeune homme à la vie, à l'amour, au soleil d'Italie, à la beauté de son âge de 20 ans, à son glorieux métier de guerre et d'aventure par où toutes les maisons royales ont commencé, aux fêtes, aux bals masqués, au gai carnaval de Venise où il se trompe tant de maris, et aux belles femmes que ce jeune homme peut aimer et qui doivent aimer ce jeune homme. N'est-ce pas, madame? Versez donc à boire au capitaine. Si vous hésitez, je fais agir Roustigalo. Je vous remercie, monseigneur, de me laisser vivre pour ma pauvre mère. À votre santé, mon capitaine. Et vivez beaucoup d'années. C'est fait. Sur ce, je vous quitte, mon capitaine. Vous partirez pour Venise quand vous voudrez. Remerciez-moi, madame. Je vous laisse en tête-à-tête avec lui. Vous devez avoir des adieux à lui faire. Vivez avec lui si bon vous semble son dernier quart d'heure. Gennaro, vous êtes empoisonné. Empoisonné, madame? Empoisonné. J'aurais dû m'en
pas, Gennaro. Ne m'ôtez pas le peu de force qui me reste et dont j'ai besoin encore pour quelques instants. Écoutez-moi. Le duc est jaloux de vous. Le duc vous croit mon amant. Le duc ne m'a laissé d'autre alternative que de vous voir poignarder devant moi par Rustichello ou de vous verser moi-même le poison. Un poison redoutable, Gennaro. Un poison dont la seule idée fait pâlir tout Italien qui sait l'histoire de ces 20 dernières années. Oui, le poison des Borgia. Vous en avez bu. Personne au monde ne connaît de contrepoison à cette composition terrible. Personne excepté le pape, Monsieur de Valentinois et moi. Tenez. Voyez, cette fiole que je portais toujours cachée dans ma ceinture. Cette fiole, Gennaro, c'est la vie, c'est la santé, c'est le salut. Une seule goutte sur vos lèvres et vous êtes sauvé. Madame, qui est-ce qui me dit que ce n'est pas cela qui est du poison? Dieu. Ne vous appelez-vous pas Lucrèce Borgia? Est-ce que vous croyez que je ne me souviens pas du frère de Bajazet? Oui, je sais un peu d'histoire. On lui fit croire à lui aussi qu'il avait été empoisonné par Charles VIII. Et on lui donna un contrepoison dont il mourut. Et la main qui lui présenta le contrepoison, la voilà, elle tient cette fiole. Et la bouche qui lui dit de le boire, la voici, elle me parle. Ah, misérable femme que je suis. Écoutez, madame, je ne me méprends pas à vos semblants d'amour. Vous avez quelques sinistres dessins sur moi. Cela est visible. Vous devez savoir qui je suis. Tenez, dans ce moment-ci, cela se lit sur votre visage que vous le savez. Et il est aisé de voir que vous avez quelque insurmontable raison pour ne me le dire jamais. Votre famille doit connaître la mienne. Et peut-être à cette heure, ce n'est pas de moi que vous vous vengeriez en m'empoisonnant, mais qui sait, de ma mère. Votre mère! Gennaro, vous la voyez peut-être autrement qu'elle n'est. Que diriez-vous si ce n'était qu'une femme criminelle, comme moi? Ne la calomniez pas! Oh non, ma mère n'est pas une femme comme vous, Madame Lucrèce. Oh, je la sens dans mon cœur, et je la rêve dans mon âme telle qu'elle est. J'ai son image là, née avec moi. Je ne l'aimerais pas comme je l'aime, si elle n'était pas digne de moi. Le cœur d'un fils ne se trompe pas sur sa mère. Je la haïrais si elle pouvait vous ressembler. Mais non, non, il y a quelque chose en moi qui me dit bien haut que ma mère n'est pas un de ces démons d'inceste, de luxure et d'empoisonnement comme vous autres, les belles femmes d'à présent. Oh Dieu, j'en suis bien sûr. S'il y a sur le ciel une femme innocente, une femme sainte, une femme vertueuse, c'est ma mère. Oh, elle est ainsi et pas autrement. Vous la connaissez sans doute, Madame Lucrèce, et vous ne me démentirez pas. Ah! Cette femme-là, Gennaro, cette mère-là, je ne la connais pas. Devant qui est-ce que je parle ainsi? Qu'est-ce que cela vous fait à vous, Lucrèce Borgia, les joies ou les douleurs d'une mère? Vous n'avez jamais eu d'enfant à ce qu'on dit, et vous êtes bien heureuse. Car vos enfants, si vous en aviez, savez-vous bien qu'ils vous renieraient, madame? Quel malheureux assez abandonné du ciel voudrait d'une pareille mère? Être le fils de Lucrèce Borgia? Dire ma mère à Lucrèce Borgia? Gennaro, vous êtes empoisonné. Le duc qui vous croit mort peut revenir à tout moment. Je ne devrais songer qu'à votre salut et à votre évasion. Mais vous me dites des choses si terribles que je ne puis faire autrement que de rester là, pétrifiée, à les entendre. Voyons, il faut en finir. Accablez-moi, écrasez-moi sous votre mépris. Vous êtes empoisonné, buvez ceci sur le champ. Madame, qui dois-je croire? Le duc est loyal, et j'ai sauvé la vie à son père. Vous, je vous ai offensé. Vous avez à vous venger de moi. Me venger de toi, Gennaro. Il faudrait donner toute ma vie pour ajouter 1 heure à la tienne. Il faudrait répandre tout mon sang pour t'empêcher de verser une larme. Il faudrait m'asseoir au pilori pour te mettre sur un trône. Il faudrait payer d'une torture de l'enfer chacun de tes moindres plaisirs, que je n'hésiterais pas, que je ne murmurerais pas, que je serais heureuse, que je baiserais tes pieds, mon Gennaro. Oh, tu ne sauras jamais rien de mon pauvre misérable cœur, sinon qu'il est plein de toi. Madame, Gennaro, le temps presse. Le poison marche. Tout à l'heure, tu le sentirais, vois-tu? Encore un peu, il ne serait plus temps. La vie ouvre en ce moment 2 espaces obscurs devant toi. Mais l'un a moins de minutes que l'autre n'a d'années. Il faut te déterminer pour l'un des deux. Le choix est terrible. Laisse-toi guider par moi. Aie pitié de toi et de moi. Bois vite, au nom du ciel. allons. C'est bien. S'il y a un crime en ceci, qu'il retombe sur votre tête. Après tout,
Que vous disiez vrai ou non, ma vie ne vaut pas la peine d'être tant disputée. Donnez. Ah. Ah. Bah. Sauvé. Maintenant, il faut repartir pour Venise de toute la vitesse de ton cheval. Tu as de l'argent? J'en ai. Le duc te croit mort, il sera aisé de lui cacher ta fuite. Attends. Garde cette fiole et porte-la toujours sur toi. Dans des temps comme ceux où nous vivons, le poison est de tous les repas. Toi, surtout, tu es exposé. Maintenant, pars vite. N'attends pas jusqu'à demain matin, n'attends pas jusqu'au coucher du soleil. N'attends pas 1 heure, n'attends pas une demi-heure. Quitte Ferrare sur le champ. Quitte Ferrare comme si c'était Sodome qui brûle et ne regarde pas derrière toi. Adieu. Attends, encore un instant. J'ai un dernier mot à te dire, mon Gennaro. Parlez, madame. Je te dis adieu en ce moment pour ne plus te revoir jamais. Il ne faut plus songer maintenant à te rencontrer quelquefois sur mon chemin. C'était le seul bonheur que j'eusse au monde, mais ce serait risquer ta tête. Nous voilà donc pour toujours séparés dans cette vie. Hélas, je ne suis que trop sûre que nous serons séparés aussi dans l'autre. Gennaro, est-ce que tu ne me diras pas quelques douces paroles avant de me quitter ainsi pour l'éternité? Madame, Je viens de te sauver la vie, enfin. vous me le dites. Tout ceci est plein de ténèbres et je ne sais que penser. Tenez, madame, je puis tout vous pardonner. Une chose exceptée. Laquelle? Jurez-moi, par tout ce qui vous est cher, par ma propre tête, puisque vous m'aimez, par le salut éternel de mon âme, jurez-moi que vos crimes ne sont pour rien dans les malheurs de ma mère. Toutes les paroles sont sérieuses avec vous, Gennaro. Je ne puis vous jurer cela. Oh, ma mère, la voilà donc l'épouvantable femme qui a fait ton malheur. Gennaro! Vous l'avez avoué, madame. Adieu, soyez maudite. Et toi, Gennaro, sois béni. Sois béni. Mot d'amour qui s'en On verra dans les yeux tout le siècle. C'est le temps de l'amour, le temps de l'aventure. Oui, monseigneur. Cela s'est passé ainsi. Avec je ne sais quel filtre, elle l'a rendu à la vie. Elle l'a fait évader par la cour du palais Negroni. Et tu as souffert cela. Comment l'empêcher? Elle avait verrouillé la porte, elle était enfermée. Il fallait briser la porte. Une porte de chêne, un verrou de fer, chose facile. N'importe. Il fallait briser le verrou, te dis-je. Il fallait entrer et le tuer. D'abord, en supposant que j'eusse pu enfoncer la porte. Madame Lucrèce l'aurait pu faire de son corps. Il aurait fallu tuer aussi Madame Lucrèce. Eh bien, après, Je n'avais pas d'ordre pour elle. roustiquez-le. Les bons serviteurs sont ceux qui comprennent les princes sans leur donner la peine de tout dire. Puis j'aurais craint de brouiller votre Altesse avec le pape. Imbécile. C'est bien embarrassant, monseigneur. Tuer la fille du Saint-Père. Eh bien, ça l'a tué. Ne pouvais-tu pas crier, appeler, m'avertir, empêcher l'amant de s'évader? Ouais. Et le lendemain, votre Altesse se serait réconciliée avec Madame Lucrèce. Et le surlendemain, Madame Lucrèce m'aurait fait pendre. Assez! Tu m'as dit que rien n'était encore perdu. Non. Vous voyez une lumière à cette fenêtre? Le
Le Gennaro n'est pas encore parti. Son valet que la duchesse avait gagné est à présent gagné par moi et m'a tout dit. En ce moment, il attend son maître derrière la citadelle avec 2 chevaux scellés. Le Gennaro va sortir pour l'aller rejoindre dans un instant. En ce cas, embusquons-nous derrière l'angle de sa maison. Il est nuit noire, nous le tuerons quand il passera. Comme il vous plaira. Ton épée est bonne. Oui. Tu as un poignard. Il y a 2 choses qui n'est pas aisé de trouver sous le ciel. C'est un Italien sans poignard et une Italienne sans amant. Ah, bien. Tu frapperas des 2 mains. Monseigneur, pourquoi ne le faites-vous pas arrêter tout simplement et pendre par jugement du fiscal? Il est sujet de Venise. Ce serait déclarer la guerre à la République. Non. Coup de poignard vient on ne sait d'où et ne compromet personne. L'empoisonnement vaudrait mieux encore. Mais l'empoisonnement est manqué. Alors voulez-vous, monseigneur, que j'aille chercher 4 sbires pour le dépêcher sans que vous ayez la peine de vous emmêler? Mon cher, le seigneur de Machiavel m'a dit souvent que dans ces cas-là, le mieux était que les princes fissent leurs affaires eux-mêmes. Gennaro! Monseigneur, j'entends dire quelqu'un. C'est toi, Mafio? Rangeons-nous le long de ce mur. Veux-tu entrer? Non, je n'ai que 2 mots à te dire. Est-ce que décidément tu ne viens pas ce soir souper avec nous chez la Negroni? Je ne suis pas convié. Je te présenterai. Il y a une autre raison. Je dois te dire cela, toi. Je pars. Comment? Tu pars? Dans un quart d'heure. Pourquoi? Je te dirai cela à Venise. Affaire d'amour? Oui, affaire d'amour. Tu agis mal avec moi, Gennaro. Nous avions fait le serment de ne jamais nous quitter, d'être inséparables, d'être frères. Et voilà que tu pars sans moi. Viens avec moi. Non! Non, viens plutôt avec moi, toi. Il vaut bien mieux passer la nuit à table avec de jolies femmes et de gai convives que sur la grande route entre les bandits et les ravins. Tu n'étais pas très sûr ce matin de ta princesse Negroni. Je me suis renseigné. Gépo avait raison. C'est une femme charmante et de belle humeur et qui aime les vers et la musique, voilà tout. Allons, viens avec moi. Je ne puis. Partir à la nuit close. Tu vas te faire assassiner. Sois tranquille. Adieu. Et bien du plaisir. Frère Gennaro! J'ai mauvaise idée de ton voyage. Frère Mafio, j'ai mauvaise idée de ton souper. S'il allait t'arriver malheur, faut que je fusse là. Et qui sait si je ne me reprocherai pas demain de t'avoir quitté ce soir. Eh bien, décidément, ne nous séparons pas. C'est dans chacun quelque chose de notre côté. Tu viens ce soir souper avec moi chez la Negroni, et demain, au point du jour, nous partirons ensemble. Est-ce dit? Allons, il faut que je te conte à toi, Mafio, les motifs de mon départ subit. Tu vas juger si j'ai raison. Attaquons-nous, monseigneur. Voyons la fin de ceci. Tu veux que je te dise, frère Gennaro? Tu es dupe. Il n'y a dans toute cette histoire ni poisson, ni contre-poison. Pure comédie. La Lucrèce est amoureuse et perdue de toi, et elle a voulu te faire croire qu'elle te sauvait la vie, espérant te faire doucement glisser de la reconnaissance à l'amour. Eh, le duc est un bonhomme, incapable d'empoisonner ou d'assassiner qui que ce soit. Tu as sauvé la vie de son père d'ailleurs, et il le sait. La duchesse veut que tu partes. Oh, c'est fort bien. Son amourette se déroule en effet bien plus commodément à Venise qu'à Ferrare. Le mari gêne toujours un peu. Quant au souper chez la Negroni, il sera délicieux et tu y viendras. Que diable! Il faut cependant raisonner un peu et ne rien s'exagérer. Tu sais que je suis prudent, moi, et de bons conseils. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 soupers fameux où les Borgia ont assassiné avec de fort bons vins quelques-uns de leurs meilleurs amis, ce n'est pas une raison pour ne plus souper du tout. Ce n'est pas une raison pour boire toujours du poison dans l'admirable vin de Syracuse. Et derrière toutes les belles princesses d'Italie, Lucrèce, Borgia, spectre et baliverne que tout ça. À ce compte, il n'y aurait que les enfants à la mamelle qui seraient sûrs de ce qu'ils boivent et qui pourraient souper sans inquiétude. Marche! Par Hercule, frère Gennaro, soit enfant ou soit homme, viens souper, ou je consens à épouser Lucrèce Borgia en 5e noce. Au fait, cela a quelque chose d'étrange de se sauver ainsi la nuit. J'ai l'air d'un homme qui a peur. D'ailleurs, s'il y a du danger à risquer, je ne dois pas y laisser Mafio tout seul. Il en sera si pourra. C'est une chance comme une autre. C'est dit. Je vais avec toi, tu me présenteras ta princesse Negroni. Vrai Dieu, voilà l'ami. Qu'attendez-vous, monseigneur? Ils ne sont que 2, chargez-vous de votre, je me charge de l'autre. Roustiello! Ils vont souper chez la princesse Negroni. Si je suis bien informé. Pardieu! Ce serait une plaisante aventure et ça ferait encore mieux mon affaire!
Attendons à demain. Anopio, par ici. Les lampes sont déjà allumées chez la Negroni. Mr. Gennaro, frère Gennaro, viens avec nous chez la Negroni. Vive le vin de Xérès! Xérès de la Frontera est une ville du paradis! Le vin que nous buvons vaut mieux que les histoires que vous nous contez, Jeppo. Jeppo a la maladie de compter des histoires quand il a bu! L'autre jour, c'était à Venise. C'est le Sérénissime d'Os Pampalino. Aujourd'hui, c'est à Ferrare. C'est la Kiki de princesse Negroni. L'autre jour, c'était une histoire lugubre. Et ben aujourd'hui, c'est une histoire gay. Une histoire gay, Jeppo. Comment il advint que Don Siliceo, beau cavalier de 30 ans qui avait perdu tout son patrimoine au jeu, épousa la très riche marquise Calpurnia, qui comptait 48 dragons par le corps de Bacchus. Vous trouvez ça gay? Oh, c'est triste et commun! Un homme ruiné qui épouse une femme en ruine! C'est chose qui se voit tous les jours! L'amitié ne remplit pas tout le cœur, madame. Et qu'est-ce qui remplit le cœur? L'amour. Oh, vous avez toujours l'amour à la bouche. Et vous dans les yeux. Êtes-vous singulière? Êtes-vous belle? Ah, monsieur le comte Orsini, laissez-moi. Oh, un baiser sur votre main. Ah non! Vos affaires sont en bon train près de la princesse, Seigneur Maffio. Elle me dit toujours non. Ah, dans la bouche d'une femme, un non n'est que le frère aîné d'un oui. Comment trouves-tu madame la princesse Negroni? Adorable. Entre nous, elle commence à m'égratiner furieusement le cœur. Et son souper? Une orgie parfaite. La princesse est veuve. On le voit bien, sa gaieté. J'espère que tu te défies plus de son souper. Moi, comment donc? J'étais fou. Monsieur le Bernard là, vous croyez pas que Maffio ait peur de faire souper chez la princesse? Ah, et pourquoi? Parce que le palais Negroni touche au palais de Borgia. Et au diable, les Borgia! Et buvons, hein! Ce que j'aime dans ce Belverana, c'est qu'il aime pas les Borgia. En effet, cher Jeppo, il ne rate jamais une occasion de les envoyer au diable avec une grâce toute particulière.
Cependant, cher Diempo, Eh bien... je l'observe depuis le commencement du souper, ce prétendu espagnol. Il n'a encore bu que de l'eau. Et voilà tes soupçons qui te reprennent, tu as le vin étrangement monotone. Peut-être as-tu raison, je suis fou. Savez-vous, monseigneur Mafio, que vous êtes taillé pour vivre 90 ans et que vous ressemblez à un mien grand frère qui a vécu cet âge et qui s'appelait comme moi Gil Basilio, Fernand Ireneo, Felipe Frasquito, comte de Belverana. J'espère que tu doutes plus de sa qualité d'espagnol. Il a au moins 20 ans de baptême. Quelle vilanie à monsieur Belverana. Hélas, nos parents ont coutume de nous donner plus de noms à notre baptême que des culs à notre mariage. Mais continue à rire. Faut pourtant donner à la princesse un bon prétexte pour partir. Comment faire? Par Hercule, messieurs, je n'ai jamais passé soirée plus délicieuse. Princesse, goûtez de ce vin. Il est plus doux que le vin de la Crina Christi et plus ardent que le vin de Chypre. C'est du vin de Syracuse, mes seigneurs. Inferno est-il, à ce qu'il paraît. Princesse, il faut que je vous dise quelques vers que je viens de faire. Je voudrais être plus poète que je ne le suis pour célébrer d'aussi admirables festins. Ah, et moi je voudrais être plus riche que je n'ai l'honneur de l'être pour en offrir de pareils à mes amis. Rien n'est si doux que de chanter une belle femme et un bon repas. Moi, si ce n'est d'embrasser l'une et de manger l'autre. Oui, je voudrais être poète, je voudrais pouvoir m'élever au ciel, je voudrais avoir 2 ailes. De faisan dans mon assiette. Je vais pourtant vous dire mon sonnet. On parle le diable, monsieur le marquis Vitellozzo Loferno. Je vous dispense de nous dire votre sonnet. Laissez-nous boire. Vous me dispensez de vous dire mon sonnet. Ah oui, comme je dispense les chiens de me mordre, le pape de me bénir et les passants de me jeter les pierres. Dieu, mais vous m'insultez, je crois, monsieur le petit espagnol. Non, je vous insulte pas, grand colosse d'italien que vous êtes. Je refuse mon attention à votre sommet, voilà tout. Mon venu a plus soif de Valchip que mes oreilles de poésie. Vos oreilles, plus que le castillan râpé, je voulais clouer sur les talons. Oh non, merci, ils n'ont jamais vu lourdeau pareil. Ils sont livrés de Syracuse et avoir l'air de se soulever avec de la bière. Savez-vous bien que je vous couperai en 4 par la mort Dieu? Ah, j'en dirai pas autant que vous, hein. Je ne découpe pas d'aussi grande oreille que vous. Madame, vous dormirez de ce faisant. C'est pourquoi petit gentilhomme de l'envers. Mon Dieu! Ah, bah vous rimez si richement, mon Dieu, mon cher poète. Là, vous avez mis cette aventure. Bah, vous êtes un bien maladroit. C'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Ouais, elle a peur. Couteau qui luit, femme qui fuit. Elle va revenir. Je te retrouverai demain, mon petit Belverana du démon. Tant qu'il vous plaira. Cet imbécile mettre en déroute la plus jolie femme de Vera avec un couteau emmanché dans un sonnet, non. C'est fâché à propos de verre. Et je le crois qu'il a des ailes. C'est pas un homme, ça c'est un oison. Sa paire, ça doit dormir sur une patte, cette Oline Fernola. Vous vous couperez carrément la gorge demain matin. Et par Jupiter, vous ferez du moins cela en gentilshommes, avec des épées, et non avec vos poings. À propos, au fait, qu'avons-nous donc fait de nos épées? Vous oubliez qu'on nous les a fait quitter de l'antichambre. Et la précaution était bonne, hein. Sans quoi nous nous serions battus pour la dame. Ce dont rougiraient les flamands de Flandre, ivres de tabac. Bonne précaution, en effet. Par Dieu, mon frère Gennaro, voilà la première parole que tu dis depuis le commencement du souper. Et tu ne bois pas. Non mais est-ce que tu songes à la Lucrèce Borgia? Oh, tu as définitivement quelqu'un pour être avec elle, hein? Ne dis pas non. Verse-moi à boire, Mafio. Je n'abandonne pas plus mes amis à table qu'au feu. Seigneur, du vin de Chypre ou du vin de Syracuse? Du vin de Syracuse, c'est meilleur. Oh la peste soit de l'Inferno. Est-ce que la princesse ne va pas revenir? Les portes sont fermées en dehors, messieurs. N'allez-vous pas avoir peur à votre tour, Dieppo? Elle ne veut pas que nous la poursuivions, c'est tout simple. Mais Seigneur, buvons! À ta santé, Gennaro! Et puis bientôt retrouver ta mère!
l'a vu. Quoi? L'Espagnol n'a pas vu. Eh ben. Il a jeté son vin par-dessus son épaule. Oh, il est ivre et toi aussi. C'est possible. Il nous faut une chanson à boire qui va mieux que le sommet du marquis Caloto au Inferno. Ah, c'est pas moi qui vous en chanterai. Non, je jure sur le bon vieux crâne de mon père que je ne sais pas de chanson. Attendu que je ne suis pas poète et que je n'ai pas l'esprit assez galant pour faire se becter deux rimes au bout d'une idée. Et vous, seigneur mafieux qui êtes de belle humeur, ouais, vous devez savoir quelques chansons de table, de diable. Chantez-nous-la. Amusons-nous. Je veux bien. Remplissez-nous verres. Vous les Némrodes, chasseurs géants, les Alexandres, vous qu'on nomme Alaric, Cyrus, Genghis, Timur, vous que la mer berça petit avec amour, et qui grimpe et marchant dans les apothéoses, ainsi qu'Avril fenêtre autour du lit des roses, avait fait son beau pareil. Vous que leur bravoure est trouvé beau, nous qui trouvent hideux, et qui sommes vos frères, nous qui sommes les noirs pétisseurs funéraires, et prêtres, nous allons dire ceci, écoutez, notre fille plus saisie, comme le vôtre hélas, nous avions comme vous les peuples pour domaine, et notre sur puissant, l'œil à l'arrêt, vainqueur, toute la terre est entre forêt. Et nous disions à Dieu, c'est par nous que tu frappes, car vous êtes les rois, et nous sommes les capes. Vous êtes les Attila, nous sommes les Borgia. Nous avons la Madone et la Panagia. L'idole, comme vous avez la bataille. Prince, nous n'avons pas tout à fait votre taille. Nous sommes le danger qui se met à genoux. Vous grondez plus que nous rampons mieux que vous. On sent notre velours, pire que votre cri. Nous sommes les Atlantis, Tartarata, Calaf. Et devant le diable sur le front étroit, Urbain, Sixte, Cléopâtre, Iospator, Cerbère, la vérité, Vous êtes chez moi? Il y a quelques jours, tous, les mêmes qui êtes ici, vous disiez ce nom avec triomphe. Vous le dites aujourd'hui avec épouvante. Oui, vous pouvez me regarder avec vos yeux fixes de terreur, messieurs. C'est bien moi. Je viens vous annoncer une nouvelle. C'est que vous êtes tous empoisonnés, mes seigneurs, et qu'il n'y en a pas un de vous qui ait encore une heure à vivre. Ne bougez pas. La salle d'à côté est pleine de piques. À mon tour, maintenant, à moi de parler haut et de vous écraser la tête du talon. Chepo Liberetto, va rejoindre ton oncle Vitelli que j'ai fait poignarder dans les caves du Vatican. Ascanio Petrucci,
Va retrouver ton cousin, Pandolfo, que j'ai assassiné pour lui voler sa ville. Holoferno Vitellozzo, ton oncle t'attend. Tu sais, Iago da Piani, que j'ai empoisonné dans une fête. Et Mafio Orsini. Va parler de moi dans l'autre monde à ton frère de Gravina, que j'ai fait étrangler dans son sommeil. Apostolo Gazzella, j'ai fait décapiter ton père, Francisco Gazzella. J'ai fait étrangler ton cousin, Alphonse d'Aragon. Dis-tu, va les rejoindre. Sur mon âme, vous m'avez donné un bal à Venise. Je vous rends un souper à Ferrare. Fête pour fête, mes seigneurs. Voilà, rue de réveil, Mafio. Songeons à Dieu. Ah, mes jeunes amis du carnaval dernier, vous ne vous attendiez pas à cela. Par Dieu, mais il me semble que je me venge. Qui est-ce qui se connaît en vengeance ici? Ceci n'est point mal, je crois. Hein? Qu'en pensez-vous? Pour une femme! Et si j'ai pris soin de vos âmes, j'ai pris soin aussi de vos corps. Tenez, le nombrier, il y en a bien 5. Jeunes gens, vous arrachez les entrailles à une malheureuse femme et vous croyez qu'elle ne se vengera pas. Voici le tien, Geppo. Mafio, voici le tien. Holoferno, Apostolo, Ascanio, voici les vôtres. Il en faut un 6e, madame. Lui-même. Toujours vous, sous tous les coups que je frappe. Dieu du ciel! Comment vous êtes-vous mêlé à ceci? Je me doutais de tout. Vous êtes empoisonné encore une fois, vous allez mourir. Si je veux, j'ai le contrepoison. Ah oui? Ah, mon madame, vous êtes experte en ces matières. Y a-t-il assez d'élixir dans cette fiole pour sauver les gentilshommes que vous venez d'entraîner dans le tombeau? Il y en a à peine assez pour vous, Gennaro. Vous ne pouvez pas en avoir d'autres sur le champ. Je vous ai donné tout ce que j'avais. C'est bien. Que faites-vous, Gennaro? Dépêchez-vous donc. Ne jouez pas avec des choses si terribles. On n'a jamais assez tôt bu un contrepoison. Buvez au nom du ciel. Oh mon Dieu, quelle imprudence vous avez faite là. Mettez votre vie en sûreté. Tout peut se réparer encore. Il est nuit, des chevaux seront bientôt scellés. Demain matin, vous serez loin de Ferrare. N'est-ce pas qu'il s'y fait des choses qui vous épouvantent? Buvez et partons. Il faut vivre. Il faut vous sauver. C'est-à-dire que vous allez mourir, madame. Comment? Que dites-vous? Je dis que vous venez d'empoisonner traîtreusement 5 gentilshommes. Mes amis, mes meilleurs amis, par le ciel. Et parmi eux, Mafio Orsini, mon frère d'armes qui m'avait sauvé la vie à Vicence, et avec qui toute injure et toute vengeance m'est commune. Je dis que c'est une action infâme que vous avez faite là. Il faut que je venge Mafio et les autres, et que vous allez mourir. Père, Dieu. Faites votre prière, et faites-la courte, madame. Je suis empoisonné. Je n'ai pas le temps d'attendre. Cela ne se peut. Hein? Bien? Oui. Gennaro, me tuer. Est-ce que cela est possible? C'est la réalité pure, madame. Et je jure Dieu qu'à votre place, je me mettrai à prier en silence, à mains jointes et à 2 genoux. Non! Je vous dis que c'est pas possible. Non! Parmi les plus terribles idées qui me traversent l'esprit, jamais celle-là ne me serait venue. Eh bien, attendez, Gennaro, j'ai quelque chose à vous dire. Vite! Jette ton couteau malheureux, jette-le! Gennaro, sais-tu qui tu es? Sais-tu qui je suis? Si tu savais, faut-il tout lui dire? Le même sang coule dans nos veines, Gennaro. Tu as eu pour père Jean Borgia, duc de Gandia. Votre frère? Vous êtes ma tante? Madame. Ah, sa tante. Je suis votre neveu. C'est ma mère, cette infortunée duchesse de Gandia, que
tous les Borgia ont rendu si malheureuse. Madame Lucrèce, ma mère me parle de vous dans ses lettres. Vous êtes du nombre de ses parents dénaturés, dont elle m'entretient avec horreur, et qui ont tué mon père, et qui ont noyé sa destinée à elle, de larmes et de sang. Et de plus, mon père a vengé, ma mère a sauvé de vous maintenant. Ah, vous êtes ma tante. Je suis un Borgia! Oh, cela me rend fou! Écoutez-moi, Donia Lucrezia Borgia! Vous avez vécu longtemps, et vous êtes si couverte d'attentats que vous devez en être devenue odieuse et abominable à vous-même. Vous êtes fatiguée de vivre sans nul doute, n'est-ce pas? Eh bien, il faut en finir. Dans les familles comme les nôtres, où le crime est héréditaire et se transmet de père en fils comme le nom, il arrive toujours que cette fatalité se clôt par un meurtre, qui est d'ordinaire un meurtre de famille, dernier crime qui lave tous les autres. Un gentilhomme n'a jamais été blâmé pour avoir coupé une mauvaise branche à l'arbre de sa maison. L'Espagnol Mudara a tué son oncle Rodrigue de Lara pour moins que vous n'avez fait. Cet Espagnol a été loué de tous pour avoir tué son oncle. Entendez-vous, ma tante? Allons, voilà assez de dit là-dessus. Recommandez votre âme à Dieu si vous croyez à Dieu et à votre âme. Gennaro, par pitié pour toi, tu es innocent encore. Ne commets pas ce crime. Un crime. Ma tête s'égare et se bouleverse. Sera ce crime? Eh bien, quand je commettrai un crime, par Dieu, je suis un Borgia, moi! À genoux, vous dis-je, ma tante! À genoux! Tu en as fait ce que tu penses, mon Gennaro. Est-ce ainsi que tu payes mon amour pour toi? Amour? C'est impossible. Je veux te sauver de toi-même. Je vais appeler, je vais crier. Non, vous n'ouvrirez point cette porte. Vous ne ferez point d'un pas. Et quant à vos cris, ils ne peuvent vous sauver. C'est lâche ce que vous faites là, Gennaro. Tu es une femme sans défense. Oh, vous avez de plus nobles sentiments dans l'âme. Écoute-moi, tu me tueras après si tu veux, je ne tiens pas à la vie. Mais il faut bien que ma poitrine déborde. Elle est pleine d'angoisse de la manière dont tu m'as traité jusqu'à présent. Tu es jeune, enfant, et la jeunesse est toujours trop sévère. Oh, si je dois mourir, je ne veux pas mourir de ta main. Cela n'est pas possible, vois-tu. Que je meure de ta main, tu ne sais pas toi-même à quel point ça serait horrible. D'ailleurs, Gennaro, mon heure n'est pas encore venue. C'est vrai, j'ai commis bien des actions mauvaises, je suis une grande criminelle. Et c'est parce que je suis une grande criminelle qu'il faut me laisser le temps de me reconnaître et de me repentir. Il le faut absolument. Entends-tu, Gennaro? Vous êtes ma tante. Vous êtes la sœur de mon père. Qu'avez-vous fait de ma mère, Madame Lucrèce Borgia? Attends! Mon Dieu! Je puis tout lui dire. Et puis si je te disais tout, je ferais peut-être que redoubler ton mépris et ton horreur pour moi. Écoute-moi encore un instant. Tu me feras grâce de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, veux-tu que je prenne le voile? Veux-tu que je m'enferme dans un cloître? Dis. Si l'on te disait cette malheureuse femme s'est fait raser la tête, elle couche dans la cendre, elle creuse sa fosse de ses mains, elle prie Dieu nuit et jour, non pour elle qui en aurait besoin cependant, mais pour toi qui peux t'en passer. Elle fait tout cela, cette femme, pour que tu abaisses un jour sur sa tête un regard de miséricorde, pour que tu laisses tomber une larme sur toutes les plaies vives de son cœur et de son âme, pour que tu ne lui dises plus, comme tu viens de le faire, de cette voix plus sévère que celle du jugement dernier. Vous êtes Lucrèce. Si l'on te disait cela, Gennaro, est-ce que tu aurais le cœur de la repousser? Oh grâce, ne me tue pas, mon Gennaro.
Vivons tous les deux. Toi pour me pardonner, moi pour me repentir. Aie quelque compassion de moi. Enfin, cela ne sert à rien de traiter sans miséricorde une pauvre misérable femme qui ne demande qu'un peu de pitié. Un peu de pitié, grâce de la vie. Et puis, vois-tu bien, mon Gennaro, je te le dis pour toi. Ce serait vraiment lâche ce que tu ferais là. Ce serait un crime affreux, un assassinat. Un homme tuer une femme, un homme qui est le plus fort. Tu ne voudras pas. Tu ne voudras pas. Oh, je le vois bien, j'ai ma grâce. Je la suis dans tes yeux. Laisse-moi pleurer. Laisse-moi pleurer à tes pieds. Gennaro! Qui m'appelle? Gennaro! C'est Mafio! Je meurs! Venge-moi! Vous l'entendez, madame? Je n'écoute plus rien!